Le 8 mai 2026, un avion de passagers Ilyushin Ilel 62 d'Air Koryo a quitté l'aéroport international de Sunan à Pyongyang et a atterri 14 heures plus tard à l'aéroport de Mehrabad à Téhéran. À bord se trouvaient 12 scientifiques nord-coréens spécialisés en armes nucléaires. Pas des ingénieurs de réacteurs, pas des physiciens théoriciens, des concepteurs d'armes. Les gens qui ont construit les dispositifs que la Corée du Nord a fait exploser sous terre en 2006, 2009, 2013, 2006 et 2 fois en 2017. Ce sont des scientifiques avec une feuille de route démontrée. Ils ont conçu des armes nucléaires qui fonctionnent, ils les ont testées, ils connaissent la physique, l'ingénierie, les matériaux et la synchronisation nécessaires pour fabriquer une bombe nucléaire fonctionnelle. Et maintenant ils sont en Iran, aux 70 jours d'une guerre où les armes nucléaires pourraient décider de l'issue. Les 12 scientifiques sont employés par l'Institut des armes nucléaires de la Corée du Nord, qui relève de la 2e Académie des sciences naturelles, l'organisation responsable du programme d'armes nucléaires nord-coréen. Leurs identités n'ont pas été rendues publiques, mais des rapports de renseignement indiquent qu'au moins 4 d'entre eux ont participé directement à la conception des essais nucléaires les plus récents de la Corée du Nord. La Corée du Nord a mené 6 essais nucléaires confirmés. Le premier a eu lieu le 9 octobre 2006. Il s'agissait d'un dispositif à fission au plutonium avec un rendement estimé à moins de 1 kilotonne. Ce fut un succès partiel. Le rendement était inférieur aux attentes, mais cela prouvait que la Corée du Nord avait franchi le seuil nucléaire. Le deuxième essai a eu lieu le 25 mai 2009, un autre dispositif au plutonium, cette fois avec un rendement estimé entre 2 et 6 kilotonnes. Les données sismiques ont confirmé une détonation réussie. La Corée du Nord avait amélioré sa conception. Le troisième essai a eu lieu le 12 février 2013. Rendement estimé entre 6 et 9 kilotonnes. La Corée du Nord l'a décrit comme un dispositif miniaturisé, ce qui suggérait des progrès vers une ogive assez petite pour être installée sur un missile. Le quatrième essai a eu lieu le 6 janvier 2016. La Corée du Nord a affirmé qu'il s'agissait d'une bombe à hydrogène. Des analystes occidentaux l'ont plutôt évalué comme un dispositif à fission dopée avec un rendement d'environ 7 à 10 kilotonnes. Pas une véritable arme thermonucléaire, mais un pas dans cette direction. Le cinquième essai a eu lieu le 9 septembre 2006. Rendement estimé entre 10 et 20 kilotonnes. C'était le plus important essai que la Corée du Nord avait mené jusque-là. Le 6e et dernier essai, avant le déploiement actuel, a eu lieu le 3 septembre 2017. Rendement estimé entre 100 et 250 kilotonnes. C'était un dispositif thermonucléaire confirmé, une bombe à hydrogène. L'explosion a été détectée par des stations sismiques partout dans le monde et a confirmé la capacité de la Corée du Nord à construire des armes nucléaires de niveau stratégique. Les scientifiques arrivés à Téhéran, le 8 mai, sont les gens qui ont conçu ces dispositifs. Ils ont fait passer le programme nucléaire nord-coréen d'un essai raté de 1 kilotonne en 2006 à une détonation thermonucléaire réussie de 250 kilotonnes en 2017. Ils l'ont fait en 11 ans, avec des ressources limitées, des sanctions internationales et un isolement technologique. Et maintenant, ils travaillent avec l'Iran. Ce que ces scientifiques apportent, ce n'est pas un savoir théorique. Ce sont des conceptions de bombes éprouvées, testées et fonctionnelles. L'Iran peut les reproduire sans devoir passer par la phase d'essai et d'erreur que tous les autres États dotés d'armes nucléaires ont dû traverser. Construire une arme nucléaire est extrêmement difficile, la physique est bien comprise, mais l'ingénierie est brutale. Une bombe à fission exige d'amener une matière fissile à une masse critique de façon contrôlée afin de provoquer une réaction en chaîne soutenue. Il existe 2 grands types de conception. La conception de type canon est plus simple. Elle propulse un morceau d'uranium hautement enrichi dans un autre, créant une masse supercritique. C'est la conception utilisée dans la bombe d'Hiroshima. Elle est fiable, mais inefficace, et exige de grandes quantités d'uranium hautement enrichi. La conception de type implosion est plus complexe,
mais beaucoup plus efficace. Elle utilise des explosifs conventionnels disposés selon un motif géométrique précis autour d'un cœur de matière fissile. Lors de la détonation, les explosifs compriment le cœur de façon symétrique, augmentant sa densité jusqu'au point où une réaction en chaîne devient inévitable. C'est la conception utilisée dans les armes nucléaires modernes parce qu'elle exige moins de matière fissile et produit des rendements plus élevés. Le défi des conceptions de type implosion, c'est d'obtenir une symétrie parfaite. Si la compression est inégale, le cœur n'atteint pas la masse critique de façon uniforme et le dispositif produit un rendement très faible ou échoue complètement. Réussir la synchronisation exige une précision mesurée en nanosecondes. Les lentilles explosives doivent être façonnées et disposées avec une exactitude extrême. Les matériaux doivent être fabriqués selon des spécifications très strictes. La Corée du Nord a résolu tous ces problèmes. Les scientifiques arrivés en Iran, le 8 mai, savent exactement comment faire. Ils savent quel explosif utiliser. Ils savent comment façonner les lentilles. Ils connaissent la géométrie. Ils connaissent les séquences de synchronisation, ils ont les plans de dispositifs qui ont été testés avec succès 6 fois. L'Iran n'a pas besoin de trouver tout cela à partir de zéro. Il peut passer directement à une conception fonctionnelle. La plupart des gens pensent que le programme nucléaire iranien est théorique et que construire une véritable arme prendrait des années de recherche et d'essais. En réalité, l'Iran vient de recevoir un raccourci qui réduit le calendrier de développement de plusieurs années à quelques mois, voire à quelques semaines, si la matière fissile est disponible. Et cette matière fissile devient disponible. La Russie a livré 8 tonnes d'uranium enrichi à l'Iran le 7 mai. L'Iran enrichit de l'uranium dans son installation de Fordo, sans surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, depuis l'expulsion des inspecteurs le 5 mai. Si l'Iran réenrichit l'uranium russe à un niveau militaire, il pourrait disposer d'assez de matière pour un dispositif fonctionnel en 6 à 8 semaines. Maintenant, ajoutez les scientifiques nord-coréens. Ils peuvent dire à l'Iran exactement quelle quantité d'uranium de qualité militaire est nécessaire pour un dispositif à implosion fonctionnelle. Ils peuvent concevoir les lentilles explosives, ils peuvent calculer les séquences de synchronisation, ils peuvent superviser l'assemblage. Avec leur expertise, l'Iran n'a pas besoin de tester un dispositif avant de le déployer. Les conceptions nord-coréennes sont éprouvées. Si l'Iran reproduit une conception nord-coréenne de type implosion en utilisant de l'uranium de qualité militaire produit à partir de la matière première russe, l'arme fonctionnera. La seule question est de savoir quand l'Iran aura assez de matière pour la construire. La réponse, bientôt, peut être très bientôt. Maintenant, il faut regarder le contexte plus large, parce que l'arrivée de scientifiques nord-coréens ne se produit pas en vase clos. Elle fait partie d'un effort coordonné de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord pour s'assurer que l'Iran survive à cette guerre et en ressorte comme un État doté de l'arme nucléaire. La Russie a livré de l'uranium enrichi le 7 mai. Cette matière fournit la base pour un enrichissement de qualité militaire. La Corée du Nord a livré des concepteurs d'armes le 8 mai. Ils fournissent l'expertise pour transformer cette matière en bombe fonctionnelle. La Chine a offert un soutien diplomatique et économique tout au long du conflit, garantissant que l'Iran ait accès aux ressources dont il a besoin pour continuer à se battre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une coordination stratégique. La Russie, la Chine et la Corée du Nord tirent tous avantages d'un Iran doté de l'arme nucléaire. Cela modifie durablement l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Cela crée un adversaire nucléaire face aux États-Unis, à Israël et à l'Arabie Saoudite, un adversaire qui ne peut pas être éliminé par la force militaire. Cela immobilise les ressources et l'attention américaine pour des décennies. Le système de non-prolifération nucléaire qui était censé empêcher cela est en train de s'effondrer en temps réel et personne ne l'arrête. Voici ce qui arrive ensuite et pourquoi l'arrivée de ces 12 scientifiques est le point où ce conflit bascule dans un territoire réellement inconnu. Israël mène des frappes aériennes contre les installations nucléaires iraniennes depuis 70 jours. Les frappes ont endommagé des infrastructures, détruit des centrifugeuses et tué du personnel, mais elles n'ont pas arrêté le programme nucléaire iranien. Fordo fonctionne encore, l'enrichissement continue, et maintenant l'Iran a accès à des conceptions de bombes éprouvées, venant de scientifiques qui ont construit des armes nucléaires fonctionnelles. La stratégie d'Israël était de retarder la percée nucléaire iranienne assez longtemps,
pour que la pression diplomatique, les sanctions ou un effondrement du régime empêchent la militarisation. Cette stratégie supposait que l'Iran devrait développer ses propres conceptions par essai et erreur, ce qui prendrait des années. Mais si l'Iran dispose de plans fonctionnels venus de la Corée du Nord, le calendrier s'effondre. L'Iran n'a pas besoin de tester, n'a pas besoin d'expérimenter. Il lui suffit d'enrichir assez d'uranium et de suivre les instructions. Israël fait maintenant face à un scénario où l'Iran pourrait assembler une arme nucléaire fonctionnelle en quelques semaines et la déployer sans essai préalable. Il n'y aurait aucune signature sismique à détecter, aucun avertissement préalable. Le premier signe que l'Iran possède une bombe pourrait être le moment où il en annonce la possession, ou le moment où il l'utilise. C'est un cauchemar du renseignement. C'est aussi une catastrophe stratégique. Le vide de vérification est total. Les inspecteurs de l'AIEA ne sont plus là. L'imagerie satellite peut détecter des constructions et des mouvements, mais elle ne peut pas confirmer ce qui se passe à l'intérieur d'installations souterraines. Le renseignement électronique peut intercepter des communications, mais il ne peut pas vérifier l'état technique d'un programme d'armement lorsque les participants parlent en code ou utilisent des canaux sécurisés. Israël doit présumer le pire scénario. Si des scientifiques nord-coréens sont en Iran, et si l'Iran a accès à de l'uranium enrichi venu de Russie, alors Israël doit agir en partant du principe que l'Iran est en train d'assembler une arme nucléaire en ce moment même. Cette hypothèse force des décisions impossibles. Israël pourrait lancer une nouvelle série de frappes aériennes contre Fordo et d'autres sites d'enrichissement, mais 70 jours de frappes n'ont pas détruit Fordo. L'installation est enfouie profondément à l'intérieur d'une montagne. Les munitions conventionnelles capables de pénétrer les bunkers l'ont endommagée, mais ne l'ont pas éliminée. Si l'Iran assemble une arme à l'intérieur de Fordo en utilisant des conceptions nord-coréennes, les frappes aériennes pourraient ne pas l'atteindre à temps. Israël pourrait tenter une opération terrestre pour saisir les matières nucléaires ou saboter le programme de l'intérieur. Mais une invasion terrestre en Iran, visant une installation souterraine lourdement fortifiée, exigerait des milliers de soldats. Elle exigerait aussi une logistique prolongée, la supériorité aérienne au-dessus d'un territoire hostile et l'acceptation de pertes importantes. Israël n'a pas les effectifs disponibles pour exécuter cette mission tout en se défendant contre le Hezbollah, en gérant plusieurs fronts et en soutenant des opérations qui durent déjà depuis plus de 2 mois. La troisième option est une frappe nucléaire. Si Israël conclut que l'Iran est à quelques jours ou quelques semaines de terminer une arme et que les moyens conventionnels ne peuvent pas l'arrêter, Israël pourrait utiliser une arme nucléaire tactique pour détruire Fordo et tout ce qui s'y trouve. Cela garantirait la destruction de l'installation et de tout programme d'armement qui y fonctionnerait, mais une frappe nucléaire constituerait une escalade sans précédent. Elle déclencherait une condamnation mondiale, elle briserait les normes de non-prolifération, et elle provoquerait presque certainement des représailles de la Russie, qui a répété que les attaques contre les installations nucléaires iraniennes menacent ses intérêts stratégiques. Voilà les 3 options. Aucune n'est acceptable. Et l'arrivée de 12 concepteurs nord-coréens de bombes vient de faire passer le calendrier de cette décision de plusieurs mois à quelques semaines. Maintenant, il faut parler du précédent historique de ce moment, parce que ce qui se passe avec la Corée du Nord et l'Iran n'est pas nouveau. C'est la réactivation d'un marché noir nucléaire que le monde pensait avoir fermé il y a 2 décennies. Au début des années 2000, le scientifique pakistanais Abdul Qadir Khan exploitait un réseau clandestin qui vendait de la technologie d'armes nucléaires à la Libye, à la Corée du Nord et à l'Iran. Le réseau de Khan fournissait des conceptions de centrifugeuses, une expertise en enrichissement et dans certains cas, des plans complets d'armes nucléaires. Ce fut l'événement de prolifération nucléaire le plus important de l'histoire. Le réseau a été exposé en 2003. La Libye a démantelé son programme, le Pakistan a placé Khan en résidence surveillée, le réseau était censé être mort, mais les connexions n'ont jamais complètement disparu. La Corée du Nord a reçu une aide cruciale du réseau Khan dans les années 1990 et au début des années 2000. Cette aide a aidé la Corée du Nord à développer ses propres capacités d'enrichissement et ses conceptions d'armes. Maintenant, la Corée du Nord transfère cette expertise à l'Iran. C'est le réseau Khan 2. Au lieu d'un seul scientifique agissant dans le secret,
c'est une prolifération d'État à État, menée ouvertement avec l'appui de la Russie et de la Chine, et il n'existe aucun mécanisme pour l'arrêter. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires a été conçu précisément pour empêcher ce scénario. Les États qui possèdent des armes nucléaires ont accepté de ne pas les transférer à des États non nucléaires. Les États sans armes nucléaires ont accepté de ne pas les rechercher. L'AIEA a reçu un pouvoir de surveillance pour vérifier la conformité. Mais le système ne fonctionne que si les États se conforment volontairement ou peuvent être contraints de se conformer. La Russie est un État doté de l'arme nucléaire et elle est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle ne peut pas être sanctionnée efficacement. La Corée du Nord est sous sanction depuis des décennies et poursuit quand même son programme nucléaire. L'Iran est en guerre et n'a aucun intérêt à respecter des accords qu'il considère comme illégitimes. Les mécanismes d'application ont échoué. La dissuasion a échoué. Et 12 scientifiques possédant une expertise démontrée dans la fabrication de bombes viennent d'atterrir à Téhéran. Voici ce que cela signifie pour l'environnement stratégique plus large, parce que les implications dépassent largement l'Iran. Si l'Iran développe avec succès une arme nucléaire avec l'aide nord-coréenne, il établit un modèle pour d'autres États qui cherchent des capacités nucléaires. Le message est clair. Alignez-vous avec la Russie et la Chine, ignorez la pression occidentale et obtenez la bombe. L'Arabie Saoudite a déjà indiqué qu'elle poursuivrait des armes nucléaires si l'Iran les obtenait. Le Royaume a les ressources financières pour acheter de la technologie et embaucher de l'expertise. Si le transfert Corée du Nord-Iran réussit, l'Arabie Saoudite aura une feuille de route pour son propre programme. L'Égypte, la Turquie et possiblement d'autres États de la région subiraient des pressions pour développer leurs propres capacités afin d'éviter un désavantage stratégique. Le Moyen-Orient pourrait voir une cascade de prolifération nucléaire en moins d'une décennie. C'est pas de la spéculation. De hauts responsables saoudiens ont déclaré explicitement que le Royaume ne permettrait pas à l'Iran d'avoir un monopole nucléaire dans la région. La Turquie a fait des déclarations similaires. L'Égypte maintient un programme nucléaire civil avec des ambitions déclarées de l'étendre. L'arrivée de scientifiques nord-coréens en Iran ne concerne pas seulement un pays qui obtient la bombe, il s'agit du démantèlement de tout l'ordre de non-prolifération et du risque que plusieurs États franchissent le seuil nucléaire en succession rapide. Le 8 mai 2026, 12 scientifiques nord-coréens spécialisés en armes nucléaires sont arrivés à Téhéran à bord d'un vol Air Koryo en provenance de Pyongyang. Ce sont les scientifiques qui ont conçu les 6 essais nucléaires de la Corée du Nord entre 2006 et 2017, y compris un dispositif thermonucléaire de 250 kilotonnes détoné en septembre 2017. Ils apportent des conceptions de bombes éprouvées et testées que l'Iran peut reproduire sans développement par essai et erreur. Les conceptions d'armes nord-coréennes de type implosion sont fonctionnelles et exigent moins de matière fissile que les conceptions de type canon. La Russie a livré 8 tonnes d'uranium enrichi à l'Iran le 7 mai. L'Iran enrichit de l'uranium à Fordo sans surveillance de l'AIEA depuis l'expulsion des inspecteurs le 5 mai. Avec l'expertise nord-coréenne et l'uranium russe, l'Iran pourrait assembler une arme nucléaire fonctionnelle si la matière fissile de qualité militaire devient disponible. Israël fait face à 3 options. Des frappes aériennes qui n'ont pas réussi à détruire Fordo en 70 jours de guerre, une invasion terrestre qui n'a pas assez de troupes pour exécuter, ou une frappe nucléaire qui risque une confrontation avec la Russie. Le marché noir de la technologie nucléaire du réseau CAN a été réactivé sous forme de prolifération d'État à État, appuyé par la Russie et la Chine. Si l'Iran réussit, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Turquie poursuivront leur propre programme. Le Moyen-Orient est au bord d'une cascade de prolifération nucléaire et 12 scientifiques qui savent comment construire une bombe fonctionnelle viennent d'arriver pour rendre cela possible. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt